Bonjour et bienvenue à l'émission Le Musée m'amuse. On poursuit encore notre série d'émissions avec des gens qui ont des liens de près ou de loin avec le musée. Alors aujourd'hui, je suis en compagnie de Monsieur Roland Simoneau, qui est président du Club de minéralogie des Appalaches. Bonjour, Monsieur Simoneau. Bonjour, madame. Ça va bien? Ça va très bien. Parfait. La première des choses, j'aimerais que vous parliez un peu avec nous. Le nom du club a changé dernièrement. Donc... Oui, depuis la fondation, depuis 1995 en fait, là, le club s'appelait Club de minéralogie de la région de l'Amiante. Pour différentes raisons qu'on a changé le nom, pas à cause de l'amiante, là, parce qu'on est des vents qui sont très favorables là, à ce minéral-là, parce que c'est un minéral là, qui est indispensable. Sauf que parmi nos membres venaient de partout autour de la région, sauf quasiment de la région de Thetford. Donc, pour que les gens s'identifient plus à notre club, on a préféré ajouter le nom le Club de minéralogie de la région des Appalaches. Parce que nos membres viennent de la Beauce, ils viennent des basses terres du Saint-Laurent comme Plessisville, Victoriaville, Warwick, de Sherbrooke. Donc, c'est tous des membres là, qui... Il y en a quelques-uns de Thetford, bien entendu, là, sauf que c'est la minorité. Okay. Donc, pour que les gens s'identifient mieux au club, on a préféré ajouter des Appalaches, parce que c'est quand même une formation géologique qui passe ici, là, dans la région de Thetford. Et qui peut amener différents types de minéraux. Oui, on trouve beaucoup de minéraux aussi dans la région là, des Appalaches, là, parce que la formation des Appalaches, ça relève quand même de entre 275 et 300 millions d'années. Là. Et puis, c'est des minéraux qui nous sont venus du fond d'une mer qui n'existe plus aujourd'hui, la mer de Iapetus. Donc, ces minéraux-là étaient dans des arcs volcaniques, puis sont remontés à la surface là, avec les déplacements des plaques tectoniques. En même temps que l'amiante, dans le fond. Là. OK, donc c'est un beau lieu géographique pour avoir un club de minéralogie. Un très beau lieu géographique. On fait l'envie de tous les clubs là, du Québec, là, dans le fond. Là. Il y en a combien d'ailleurs des clubs comme ça au Québec? Il y a des clubs comme nous, là, organisés, là, il y en a 6 clubs. OK. Il y a les plus loin, il y en a 2 à Gaspésie. Lac-Saint-Jean, il y a Québec-Montréal, il y a Asbestos, il y a Gatineau-Hall, là, et puis il y a nous, okay. en fait. Là. Est-ce qu'on est obligé de demeurer dans la région des Appalaches pour faire partie du club ou quelqu'un de Québec peut être non, membre on a des gens de Québec qui sont membres de notre club parce que ça lui permet d'avoir accès à notre programme d'activité. Puis en même temps, bien, des lieux où on va, nous, habituellement, là, dans la région ici des Appalaches. Est-ce que c'est un peu une chasse gardée entre clubs? Par exemple, le Club de Québec, est-ce qu'il se réserve le territoire de Charlevoix et ici, vous vous réservez le territoire? Non, il n'y a pas de chasse gardée. Là, okay. Donc, le Club de Québec peut faire une sortie dans la région oui, aussi? Oui. Okay. Oui. C'est quoi d'ailleurs le type d'activité, le type de sortie que vous faites? Bien, nous, on va principalement dans les carrières et les mines qui sont actives. Actives parce que il y a toujours de nouveaux minéraux, après les dynamiteurs, là, qui peuvent ressortir. Et puis, à l'occasion, on a de belles surprises là, pour trouver ces choses-là là, dans ces carrières-là. Il y a aussi les carrières fermées où on peut aller. Là. Par contre, il faut gratter. Il faut vraiment travailler plus fort là, pour trouver des minéraux, parce que ceux qui étaient là ont été ramassés ou ils ont été enterrés par des éboulis ou des choses. Là, qui sont arrivés là, avec les pluies, les vents, tout ça. Là. OK. Est-ce que les accès sont difficiles à avoir dans ces lieux-là? Ça nous prend des autorisations. Nous, on a l'habitude, puis je pense que c'est une bonne habitude qu'on a pris à comparer à d'autres clubs, parce qu'il y a d'autres clubs qui vont sur le terrain, sur les propriétés, là, sans avoir d'autorisation. Nous, on demande à chaque fois une autorisation aux propriétaires. Et puis, à l'occasion, il nous fournit quelqu'un pour nous accompagner. Puis ça c'est intéressant parce que les gens nous amènent à des endroits où peut-être qu'on n'ira pas parce qu'on ne les connaît pas. Là, parce que des fois, il y a des mines ou des carrières, c'est tellement grand qu'une journée, tu n'as pas assez là, pour faire le tour. Là. Puis en même temps, ces gens-là doivent avoir un peu l'histoire du site aussi. C'est ça, ils ont l'histoire du site. Puis ils savent où se trouvent les principales failles parce que les pierres et minéraux qui sont intéressants, on les retrouve souvent dans les failles. Les failles, ça, c'est des formations géologiques
où il y a deux sortes de roches qui peuvent se toucher. OK. Puis, c'est des fissures, dans le fond, où il s'est promené depuis des millions d'années, là, des veines d'eau. Et puis, ça l'a transporté des minéraux qui se sont cristallisés à l'occasion, comme à l'intérieur d'un tuyau. Tu vois la rouille qui colle à l'entour d'un tuyau, mais dans la terre, c'est la même chose. Les cristaux vont coller sur les parois. Ils vont se développer sur les parois parce que l'eau chaude, souvent, là, a passé là pendant des millions d'années pour... dans des tuyaux, dans le fond, des conduits. C'est comme des dépôts de minéralogie. C'est ça, oui. OK. Les gens qui font partie du club, est-ce que c'est tous des gens qui sont passionnés de minéraux ou bien il y a d'autres genres de personnes comme des professeurs, des choses comme ça qui veulent aller chercher une expertise? C'est en majorité des passionnés. C'est probablement des gens qui sont des néophytes au départ, là. Des gens qui ont aucune connaissance dans la minéralogie, dans la géologie. Ces gens-là apprennent sur le tas avec nous autres. Comme moi, j'ai appris avec d'autres. J'ai appris à identifier des minéraux puis savoir où les trouver. Mais nous, on entraîne les nouveaux avec nous. À l'occasion, on s'organise des cours de formation, comme on a un cette année, là, un cours de formation qui va se donner au cégep par le professeur André Prost, là, qui est professeur ici en minéralogie. Qu'on a déjà eu d'ailleurs en entrevue à l'émission. OK, oui, OK. Donc, on a une session de formation, autant pour les anciens que pour les nouveaux, pour être capable d'identifier. Ça va porter surtout sur la géologie. Être capable d'identifier les endroits où il est susceptible d'avoir des choses intéressantes. Autant des minéraux que des cristaux ou d'autres choses à l'occasion qu'on peut trouver. Là. Il y a des fossiles aussi dans la région qu'on peut trouver. Dans le sens que c'est pas parce qu'il y a de la roche qu'il y a nécessairement des cristaux autour de ça. Donc, il faut connaître les endroits. Il faut être capable d'identifier les endroits où possiblement ces cristaux-là peuvent se développer. OK. Ouais. Sur des millions d'années, parce qu'un cristal, ça va grandir d'1 centimètre sur 10 000 ans. 1 centimètre sur 10 000 ans. 1 centimètre sur 10 000 ans. Donc, si tu trouves un cristal qui a 5 cm ou 10 cm, vous pouvez calculer le nombre de millions d'années que ce cristal-là existe. Là. Oui, oui. Ouais. Donc, c'est dans certaines formations rocheuses où il y a plus de chances. Des formations géologiques là, qui nous permettent de trouver ce genre de minéraux-là. Il y a des formations géologiques qui peuvent être stériles, comme d'autres qui peuvent être très polyphiliques. Tu sais, comme ici, là, à la mine à Black Lake, là, c'est tellement grand qu'il y a beaucoup de failles où on peut aller trouver des minéraux. Et puis, ça devient intéressant là, pour les gens. C'est quoi les minéraux que vous trouvez le plus dans cette mine-là? Les plus beaux, les plus intéressants, là, ceux qui ont le plus de valeur, dans le fond, là, c'est de l'andrandite. C'est un cristal de roche, dans le fond, là, de couleur verte. OK. Et puis, lui, c'est justement formé dans des failles où il y a eu une coulée d'eau pendant des millions d'années. Ça s'est cristallisé là, dans la faille. Et puis, quand il y a des dynamiteurs, mais ces failles-là sautent, bien entendu. Là. Puis là, ces pierres-là deviennent accessibles là, pour nous autres. Donc, mais c'est un minéral qui est assez... On trouve peut-être 1 % de ce qui peut exister okay. là, dans ces carrières-là, dans ces mines-là. Parce que tous ces minéraux-là passent dans l'entreprise. Hein, ça passe dans les concasseurs, puis eux autres, ils ne s'occupent pas de ça. Là. Ils vont chercher le chrysotile. Fait que... Ils vont chercher l'amiante, les cristaux, là, ils ne s'occupent pas de ça. Puis il y a des très belles choses. Donc, l'andrésite est un minéral associé à l'amiante. Mais est-ce que vous en trouvez d'autres, comme le vésuvianite, les grenades? Dans la mine à Black Lake, je ne pourrais pas vous les nommer parce que je n'ai pas amené la liste. Là. Il y en a au-delà d'une centaine de pierres et minéraux là, que les collectionneurs ramassent, qui sont intéressants pour les collectionneurs. Il y en a beaucoup. La liste est longue. OK. Ouais. Donc, outre des gens qui sont passionnés, là, qui sont membres du club, c'est des gens qui sont surtout collectionneurs, donc qui vont les C'est des collectionneurs, c'est des gens... Nous, on essaie de développer, en arrière de notre club,
l'aspect collection personnelle. OK. La collection personnelle. Il y a des clubs qui sont plus axés sur le commerce des pierres et minéraux, là, mais ça crée différents problèmes à l'occasion là, entre les membres, parce que quand tu es commerçant, tu es là pour l'argent. Hein? Tandis que nous, on essaye de montrer à nos membres que la collection personnelle est beaucoup plus intéressante que le commerce, dans le fond. Malgré qu'à l'occasion, il y a certains de nos membres qui en vendent à l'occasion, là, mais ce n'est pas leur principale activité. Là. OK. Donc, c'est ça, les gens les ramassent pour les collectionner. Certains vont en vendre à l'occasion. Mais est-ce qu'il y en a aussi qui vont les transformer pour les revendre ou encore pour les garder là, pour eux-mêmes? Je pense entre autres aux bijoux ou des choses comme ça. Les transformer, il y a moi qui en transforme. OK. Je ne vais pas emmener de spécimens, là. N'importe quelle pierre peut devenir une pierre intéressante si elle est transformée. Moi, j'ai découvert sur des sites Internet là, québécois et puis européens des collectionneurs qui font des œuvres de pierre. OK. Des œuvres de pierre avec tous les minéraux qu'ils peuvent trouver là, dans le monde. Eux autres, là, ils vont faire des échanges avec des gens du Sri Lanka, ils vont faire des échanges avec les gens de la Russie, avec les gens de la Suède, pour être capable de collectionner un minéral pour pouvoir faire un œuf. OK. Un œuf de pierre, il y a des dimensions standards qu'il faut respecter. Moi, je me suis fabriqué une machine pour être capable d'étailler. Eux autres taillent ça à la main encore au Maroc puis en Allemagne, parce qu'il y a un monsieur d'Allemagne, il a 80 ans. Il taille des œuvres de pierre pour quelqu'un de Montréal ici. OK. Le monsieur de Montréal, il envoie ses minéraux, il taille son minéral, puis il retourne son œuf. Tout à la main. Eux autres, là, ces deux messieurs-là, ils ont chacune une collection de 900 œufs. Différents. Différents. Ah oui. Tout différents. Il y en a, c'est extraordinaire. Hein? Il y en a des... Savez-vous pourquoi c'est la forme d'œuf qui a été choisie? Pourquoi pas plus simplement une sphère ou un cube? Parce qu'un œuf, ça représente bien la vie, dans le fond. Hein? Un œuf, c'est un peu la vie. Là. Si tu sais que la poule ou l'œuf, c'est lequel des deux qui est arrivé le premier, ça représente bien la vie, puis ça représente bien aussi un minéral. À l'occasion, tu peux, quand il est taillé poli, là, tu peux voir à l'intérieur d'autres inclusions de d'autres minéraux à l'interne. Donc, on va sortir les couleurs aussi une fois poli. Puis il y a toutes les couleurs, là. J'ai pris dans mes mains un œuf de saphir l'année passée. Ah oui. Ça venait du Groenland, parce qu'il y a des veines de saphir au Groenland, là. C'est quelqu'un du Groenland qui avait échangé ça avec un monsieur de Montréal, puis il avait fait tailler un œuf de saphir. C'est assez dur, le saphir, il me semble. C'est à 9 sur l'échelle de dureté. Oui, mais sur des pierres, là, ça se taille. Moi, je taille ça avec une lame au diamant, là. Okay. Ça se taille. C'est intéressant. C'est plus dur. Et il doit y avoir certaines personnes qui font des bijoux aussi, les dames, entre autres. Il y a, dans le Club de Québec, ici, on n'a pas de personnes, là, mais dans le Club de Québec, il y a 2-3 personnes qui transforment leur trouvaille, en fait, là, en bijoux. De toutes sortes, là, qui vont vendre dans des expositions là, annuelles, là, comme celle qui s'en vient, là, c'est celle de Montréal, à la fin de semaine prochaine, le 16, 17, 18. C'est une place qu'il faut aller là, pour ceux qui sont collectionneurs ou amateurs de pierres et minéraux. C'est extraordinaire ce qu'on peut voir là. Le fait de transformer les pierres et les minéraux comme ça, soit en forme d'œuf ou encore en bijoux, j'imagine que ça doit rendre les pierres plus accessibles un peu pour le commun des gens qui ne collectionnent pas nécessairement les cristaux ou qui connaissent plus ou moins ce domaine-là, mais ils vont se sentir plus interpellés peut-être par un bijou, une bague ou une sculpture. Oui, parce que c'est sûr que des bijoux, tu vas faire ça avec un cristal, hein? Tu fais ça avec une belle pierre, là. Ici, dans la région, on a des pierres qui sont des pierres gemmes, mais dans d'autres parties du monde, c'est quasiment la ressource naturelle du pays, là, où ils ont des pierres gemmes là, en quantité. Comme au Brésil, où ça, c'est un pays là, qui sont... c'est proliféré. Tu sais, il y a beaucoup de pierres gemmes là, dans ce pays-là. Puis les gens en profitent aussi. Là. Le Maroc aussi, c'est une place qui est intéressante. Il y a beaucoup d'exportation qui se fait là, de pierres du Brésil, entre autres. Oui.
Les gens qui regardent l'émission, qui se sentiraient interpellés là, par les activités du club, j'ai deux questions en fait. Comment ces gens-là peuvent, d'un, connaître les activités que vous faites et comment ils peuvent y participer à ces activités-là? Bon, nous, on a formé notre club. Pour participer à nos activités, il faut devenir membre. Okay. C'est un coût minime. Là. Pour une carte familiale, c'est 30 $ par année. Là. Okay. Ça fait juste couvrir notre assurance responsabilité là, que nous prenons pour couvrir nos activités. Pour un membre individuel, c'est 25 $. Okay. La façon de communiquer avec nous autres, c'est... on a dans le... Ici, à Thetford, le bottin. Il y a un petit bottin là, culturel là, pour toutes les associations. Là. On est inscrit dans ce bottin-là. Il y a un numéro de téléphone, il y a une adresse courriel là, où les gens peuvent nous contacter. Est-ce que vous avez un site Internet aussi? On a un site Internet qui n'est pas à jour. On a eu des problèmes là, de webmess là, dans les dernières années. Là. Notre site n'est pas à jour, mais on travaille là-dessus là, pour être capable de mettre ça à jour. J'imagine que les coordonnées doivent être... les coordonnées sont toutes là, oui. Okay, donc, mais les gens peuvent communiquer par courriel, par contre, à partir de l'adresse qu'ils vont voir là, dans le site. OK, donc ils vous écrivent, ils demandent à devenir membre. C'est ça. Puis ensuite, là, ils vont être informés. On communique, on leur envoie un formulaire d'inscription, puis on leur dit comment on fonctionne. On a justement une assemblée générale là, en fin de semaine, le 18. Et on tient notre assemblée générale au cégep ici à Thetford, là, à la salle 2064. Et puis, là, à ce moment-là, bien, c'est l'assemblée annuelle, en fait. Là. OK. Donc, une fois que les gens sont membres, ils sont informés des différentes activités. On les informe. On a un calendrier d'activités de prêt actuellement. Là. Quand l'activité se présente, la semaine avant, on informe les gens, soit par téléphone ou par courriel, des points de rencontre que nous fixons. Et puis, on se rencontre à un endroit facile pour, après ça, se rendre sur le site là, où on va cueillir chercher nos pierres et minéraux. Là. OK. Ouais. Est-ce qu'il y a combien de sorties? C'est juste l'été, j'imagine, vous faites des sorties comme ça? C'est l'été, du début de mai à fin d'octobre. Là, donc, tant que les neiges sont parties. Là. On a une activité aux 15 jours, soit le samedi ou le dimanche. Okay. Et puis cette année, comme je disais, là, on a incorporé à l'intérieur de nos activités notre cours de formation. Fait que c'est pas une sortie supplémentaire que les gens vont avoir à faire. Là. Ça va être en même temps que notre calendrier. Là. OK. Est-ce que les gens doivent être membres pour participer à cette formation-là? En principe, oui. Okay. Parce qu'il y a des coûts qu'il faut assumer. Là. On a invité les gens du musée à participer avec nous. Là. Même s'ils ne sont pas membres du club, mais c'est quand même pour nous autres là, une excellente source de collaboration. Là. Et puis, il y a... si on n'atteint pas le maximum de 20 participants, on va s'adresser au club extérieur. Aux autres clubs, OK. C'est ça. OK. Donc, quelqu'un qui est extérieur au club, qui est très intéressé, a tout avantage de toute façon à devenir membre du club. Oui. Oui. Parce qu'il y a des sorties d'organiser. C'est ça. Ouais. Est-ce que c'est des sorties en autobus souvent que vous faites? Vous louez un véhicule ou les gens se rendent? Non, sauf ici, la mine à Black Lake, celle-là se fait en autobus. On se rend au stationnement. Pour descendre en bas, ça prend un véhicule quand même là, adapté là, à la situation. Là, on loue l'autobus de tourisme amiante. Et puis, les gens défraient les coûts là, pour se rendre en bas. Pour les autres activités, c'est soit du covoiturage ou des gens qui y vont là, individuellement. Là. C'est tout dans la région ici. Là. Habituellement, une fois par année, on fait une sortie à l'extérieur. À l'extérieur de la région. Là. Okay. On peut aller, comme l'année passée, on est allé en Gaspésie. Okay. On est allé passer 3-4 jours en Gaspésie. L'année d'avant, c'était au Lac-Saint-Jean. On est allé déjà dans l'Outaouais, on est allé en Abitibi. On est allé dans l'État de New York. Dans l'État de New York, c'est un endroit spécial. Là. C'est à Herkimer. C'est pas loin de Jonesville, Saint-Jonesville. Il y a un quartz, me semble. Oui, à Herkimer, c'est une pierre sédimentaire dans laquelle il y avait des poches de gaz. À un moment donné, de gaz, du
du pétrole, dans le fond. Là. Il y avait des poches là, qui s'est formées là, à l'intérieur de la pièce sédimentaire, parce que c'est de la boue, dans le fond, là, avant de devenir consolidé. À l'intérieur de cette poche-là, quand le gaz s'est échappé, il a poussé un beau cristal de différentes grosseurs. Là. Tu en as des minuscules comme des géants. C'est un cristal là, extrêmement clair. C'est un cristal de roche. Là. Donc, ce qu'on appelle le quartz Herkimer, c'est parce qu'il vient de cet endroit-là? C'est ça. Okay. Il y a, eux, par là, dans leur publicité, là, ils appellent ça du diamant d'Herkimer. Ça ressemble à un diamant, là, quand il est taillé naturel. Vous en avez un spécimen juste en arrière de moi ici. Oui, c'est possible. Il y en a aussi à la boutique. On en a quelques-uns. C'est des belles pièces. Fait comme ça, vous faites des voyages un petit peu partout comme ça? On fait des excursions, surtout en région des Appalaches, là. Habituellement, on ne dépasse pas la Beauce. Puis on s'en va au plus loin, là, c'est de Sherbrooke. Là. On va à Drummondville, Victoriaville, Warwick. De toute façon, la région aussi. Il y en a tellement que... C'est très bien. Là. Oh, oui. Oui. Est-ce que les clubs de minéralogie ont une charte à respecter, dans le sens où des fois on entend souvent dire prenez des photos, laissez des traces de pas, mais il ne faut pas prendre de fleurs, il ne faut pas laisser de déchets traîner. Est-ce qu'il y a des choses comme ça que vous devez respecter? Disons qu'on a comme principe de prendre un minéral, là, nous, le collectionneur, ça en prend vu ça, dans le fond, une belle pierre là, pour mettre dans ta collection. C'est sûr qu'on demande aux gens de ne pas vider les endroits, là. Mais ça, on a de la difficulté avec ça. On a beaucoup de difficultés parce que il y a des gens qui ne peuvent pas s'arrêter. Ils ont de la misère à se contrôler par rapport à quelque chose de beau qu'ils vont trouver. Là. Ils voient le signe de pièce en Oh, il y en a qui voient le signe de pièce. Et puis, il faut qu'ils emmènent tout. Mais si tu emmènes tout, tu en laisses pas aux autres. Là. Puis quand on sait le temps que ça prend pour le former, c'est plusieurs générations qui viennent d'être amputées de ça. C'est sûr que un nouveau dynamitaire va peut-être amener d'autres minéraux là, de la même catégorie, sauf que c'est pas à chaque fois. Là. À partir du moment où le site minier est fermé, qu'il n'y a plus de nouveau dynamitage. C'est ça. Là, il faut que tu travailles de tes bras là, pour être capable de trouver quelque chose. Est-ce que le club fait des efforts de promotion pour se faire connaître à l'extérieur, pour essayer de recruter des nouveaux membres? Oui, on essaie de... avec notre site, c'est sûr que notre site là, est en difficulté, là, mais on va régler ça là, dans la prochaine année. On a des affiches qu'on place un peu partout là, dans la grandeur de la région des Appalaches pour essayer d'attirer l'attention des gens. Là. On fait des activités de promotion avec vous autres, le musée, ici. Quand on a la foire minéralogique, on est présent. On se présente aussi dans les autres foires minéralogiques, comme à Québec, où il y en a à Québec, il y en a à Montréal. À Montréal, il y en a deux, parce qu'il y a le club français et le club anglais. Oui. Fait qu'on va à tous ces expositions-là pour rencontrer les gens, pour se faire connaître. Là, C'est ça le but, j'imagine, quand vous participez à ces salons-là. C'est pas nécessairement de vendre des pièces, mais c'est surtout de... Nous, c'est pour se faire connaître qu'on va là. On ne vend pas de pièces. Bon. Ouais. Comme club, on ne vend pas de pièces. Puis vous êtes présent ici à la foire, là, comme vous l'avez mentionné. À la foire minéralogique, on présente ce qu'on trouve aux gens. Et puis, souvent, on en donne. Hein, on en donne des petites pièces, des petits morceaux. On donne ça aux enfants qui se présentent. Là, ils sont bien contents d'avoir une petite pièce. Oui, c'est de les éveiller à ce domaine-là. Et puis, est-ce qu'il peut y avoir aussi des gens, des fois, qui... en se promenant comme ça, peu importe la situation, mais qui trouvent une pièce, ils veulent savoir c'est quoi. Est-ce qu'ils vous contactent à ce moment-là? Oui, ça arrive souvent, ça. Okay. Oui. Ça arrive souvent qu'on est interpellé par quelqu'un là, qui a trouvé quelque chose qui a attiré son attention. C'est pas toujours beau, sauf qu'on lui dit c'est quoi exactement. Là. Puis quand on ne le sait pas, mais on va voir des gens plus compétents que nous autres, là, parce qu'on n'est pas des géologues, là, on est des amateurs, là, nous. Là. C'est ça. Puis il y a des endroits, là, ici au musée, il y a des gens qui en connaissent plus que nous autres. Puis il y a aussi l'Université Laval à Québec. Là, département de géologie. Oui, c'est ça. Où on peut faire identifier des pièces là, qu'on ne connaît pas, qu'on ne peut pas identifier. C'est quoi ce qui inspire le plus les gens quand ils viennent vous voir? Ils pensent avoir trouvé la pièce rare. C'est quoi le minéral? Souvent, c'est de la calcite. OK. La calcite, c'est blanc. Hein? C'est un minéral blanc.
C'est à l'occasion translucide, là, on peut voir à travers quand c'est très clair. Là. Et puis ça attire l'attention. C'est quand même une pièce que tu peux collectionner, le calcite. C'est un minéral intéressant, là. Mais c'est pas un cristal où tu peux faire des bijoux. Là. Tu peux te faire une petite plaque, tu l'accrocher dans le cou. Là. Mais pour faire un bijou taillé, là, c'est difficile parce que c'est cassant. Ouais. C'est friable. Je vous demandais ça, c'est que souvent, ici au musée, il y a des gens qui viennent me voir aussi pour faire identifier les pièces. Puis souvent, ce qu'ils vont penser avoir trouvé, c'est soit de l'or, du diamant ou surtout les météorites. Ah oui? Les fameux météorites, souvent, ça se trouve être des déchets de fonderie ou des choses comme ça, mais comme ça a des trous à l'intérieur, les gens pensent avoir trouvé un météorite. Alors, c'est intéressant d'avoir des ressources là, comme le club ou le musée encore pour aider les gens à identifier. Ouais. Peut-être juste nous rappeler les dates de la formation cet été, voir si les gens s'il y a des gens qui seraient intéressés à devenir membres du club et participer à cette formation-là. La première journée de formation, c'est le 12 juin. C'est un samedi. On se présente au cégep ici, là, à la salle 2064. L'autre journée de formation, c'est sur le terrain, parce que le 12, c'est en classe. C'est un aperçu là, théorique qu'on va avoir là, des formations géologiques. Le 10 juillet, c'est de la formation, mais sur le terrain. Okay. On va aller sur le terrain avec le professeur, puis lui, il va nous montrer exactement, là, parce qu'une photo, puis la réalité, souvent, c'est bien différent. C'est le 10 juillet, puis après ça, on a c'est le 14 août. Le 14 août. Oui, le 14 août. Okay. Donc, c'est 3 jours de formation. C'est pas beaucoup, sauf que c'est assez pour... tu sais, là, pour te donner une petite base de... Ah, regardons ça, quand tu vois des couleurs différentes dans un mur de pierre, tu vois une couleur foncée puis une couleur pâle, bien, entre les deux, là, il est possible d'avoir quelque chose. Tu sais, c'est 2 pierres différentes, dans le fond, les couleurs, là. Donc, comme ces 2 pierres différentes sont nécessairement séparées, ça permet à l'autre de passer. Sont séparées par une fissure ou une petite faille, là. Donc, c'est intéressant d'aller voir là. OK. Mais la faille n'est pas toujours droite. Hein? Elle peut être horizontale, elle peut être en n'importe quelle forme. Tu vas voir, souvent, les couleurs nous aident beaucoup. Donc, il va y avoir une journée théorique pour sensibiliser les gens à tout ça, et 2 journées sur le terrain. C'est ça. Toujours des samedis durant l'été. Ouais. Est-ce que s'il pleut, est-ce que c'est reporté? Sûrement, là, s'il y a une grosse tempête d'annoncer, on n'ira pas à la pluie. Là. On va se trouver une autre date, là, puis on va contacter tout le monde là, pour... Celle du 12 juin, c'est à l'intérieur. Ça, il n'y a pas de problème. C'est réglé, là. Ouais. Okay. Fait qu'à partir de là, on va déterminer le 12. Le 12, on va déterminer les endroits où on va aller. Parfait. C'est sûr que dans les jours précédents, le 10 juillet, parce que là, on va être à l'extérieur, là, il va falloir vérifier là, un peu la température qui est prévue. Mais habituellement, en juillet, là, c'est... Parfait. C'est beau, là. Alors, je vous remercie beaucoup, M. Simoneau, d'être venu nous entretenir de votre club. On invite les gens qui sont intéressés à devenir membres, soit pour participer aux sorties ou à la formation, à contacter directement le Club de minéralogie. Alors, merci beaucoup. Merci beaucoup. C'était Geneviève Claveroy pour le Musée Mamuse.